Et si, derrière les paillettes, se cachait une douleur jamais racontée? Et si, derrière chaque pas de danse, chaque note chantée, se trouvait une blessure d'enfance? Janet Jackson. Un nom mythique, souvent murmuré dans l'ombre d'un autre, Michael. On l'a longtemps vue comme la petite sœur, la chanteuse sexy, la danseuse de clips cultes. Mais peu ont cherché à comprendre la femme. La vraie, celle qui, enfant, rêvait de liberté. Celle qui a grandi dans un monde de projecteurs, de pression, de perfection imposée. Celle qu'on a enfermée dans une cage dorée. Aujourd'hui, à 58 ans, Janet ne veut plus se taire. Elle brise les chaînes invisibles qui l'ont maintenue dans le rôle qu'on lui avait imposé, celui d'une Jackson, mais pas trop. D'une star, mais dans l'ombre. D'une femme forte, mais sans droit à la fragilité. Elle parle enfin de l'homme qui contrôlait sa vie, son père, Joe Jackson, du frère qu'elle a tant aimé, puis peu à peu perdu, Michael. Elle révèle les dessous d'une enfance volée, d'une adolescence bâillonnée et d'une carrière où chaque victoire fut arrachée de haute lutte. Janet ne veut plus qu'on dise simplement « la sœur de ». Elle veut qu'on dise « Janet, la femme, l'artiste, l'âme ». Et à travers ces mots, ses souvenirs, ses douleurs, elle nous tend un miroir, celui de la vérité. Née le 16 mai 1966 à Gary, dans l'Indiana, Janet Damita-Gio Jackson n'est pas seulement la benjamine d'une fratrie célèbre. Elle est la dernière étincelle d'une lignée où le talent et la douleur cohabitent à huis clos. Leur maison, une minuscule bâtisse de 2 pièces perchée sur Jackson Street. Un nom prémonitoire, presque mythique, mais une vie bien loin des projecteurs. Dans ce petit foyer ouvrier, 10 enfants grandis serrés les uns contre les autres, partageant le peu d'espace, le peu d'intimité, mais aussi le poids des rêves inachevés de leurs parents. La famille Jackson n'était pas riche, mais elle était rigoureuse. Afro-américaine, croyante, modeste et résiliente, elle évoluait dans un monde où la couleur de peau dictait encore la valeur d'un destin. La musique, chez les Jackson, n'était pas un loisir. C'était une planche de salut, une discipline martiale. Le jour, on survit. Le soir, on répète. La nuit, on rêve. Sa mère, Catherine, était une femme douce, effacée, croyante, avec la voix chaude d'une chanteuse country qu'on n'a jamais laissé éclore. Entre ses tours chez Sears, elle imaginait une autre vie. Son piano, elle ne le jouait plus pour elle, mais pour ses enfants. Son rêve s'était reporté sur eux. Son père, Joseph Jackson, lui, était un rock. Ancien boxeur, ouvrier chez US Steel, mais surtout patriarche inflexible. Chez lui, l'émotion n'avait pas sa place. Il faisait régner la loi du silence et de la performance. Janet ne l'appelait pas papa comme les autres enfants de son âge. Elle devait dire Joseph. Aucun câlin, aucune tendresse spontanée. L'amour, dans cette maison, était mérité, pas donné. Dès ses premiers pas, Janet sent que l'affection est conditionnelle. Sourire, obéir, performer. La maison vibrait au rythme des répétitions des Jackson 5, transformée en salle de concert improvisée, où la moindre fausse note déclenchait la colère. On chantait, on dansait, mais le rire était rare. On souriait pour les caméras, mais on pleurait dans le silence. Les enfants subissaient des entraînements quasi militaires, menés à la baguette par un père qui les préparait au succès comme on prépare des soldats à la guerre. Dans ce monde-là, l'enfance n'existait pas. Pas de jouets, pas de fêtes, pas de tendresse spontanée. Juste des horaires, des obligations, des objectifs à atteindre. Janet, pourtant si petite, si frêle, comprit très tôt qu'elle ne serait pas épargnée. Le nom, Jackson, était un poids, un fardeau doré, un héritage qu'elle n'avait pas choisi, mais qui dictait déjà sa destinée. Janet ne voulait pas être une star. Elle voulait être vétérinaire, ou jockey, ou avocate. Elle rêvait d'un monde calme, loin des projecteurs, avec des animaux, des livres de droit. Mais chez les Jackson, les rêves individuels n'avaient pas voix au chapitre. Son avenir était tracé d'avance, comme une partition déjà écrite, et elle allait devoir la jouer. À 7 ans à peine, elle foule déjà la scène du MGM de Las Vegas, vêtue de strass, mimant des chorégraphies apprises au pas près. Elle n'est encore qu'une enfant, mais elle appartient déjà au monde du spectacle. Elle n'a jamais eu le choix. Le public applaudit, elle sourit, mais à l'intérieur, une petite fille tremble, cherchant encore sa place. En 1976, elle rejoint l'émission télévisée The Jackson. Premier contact avec la caméra, premier texte, premier costume. L'enfant s'efface, remplacé par les exigences du métier. Puis, en 1977, elle obtient un rôle bouleversant dans la série Good Times.
Elle y incarne Penny, une enfant battue. Un rôle? Pas seulement. Une résonance intérieure. Janet dira plus tard que ce personnage, brisé, silencieux, abandonné, ressemblait à celle qu'elle était dans sa propre maison. Dès lors, sa carrière s'enchaîne sans répit. D'autres rôles suivent, dans A New Kind of Family, puis différents strokes, où elle incarne Charlène. Elle tourne aussi dans Fame, série dans laquelle elle se sent à la fois visible et invisible. Car derrière l'écran, Janet lutte contre un mal silencieux, l'absence de liberté. À 18 ans à peine, dans un acte de rébellion désespérée, elle épouse en secret le chanteur James DeBarge. Elle pense fuir, respirer, se construire loin de l'emprise paternelle. Mais ce mariage, instable et toxique, est une cage en or, plus étroite encore que la première. James est instable, dépendant, et leur relation devient un chaos. À peine commencée, elle s'effondre. Comme si Janet ne pouvait échapper à son destin, même en amour. Ce que Janet cherchait, ce n'était pas la célébrité. C'était la paix, l'intimité, le droit de ne pas être parfaite. Mais dans l'univers des Jackson, cela n'existait pas. À peine adulte, elle était déjà une survivante. En 1982, Janet Jackson sort son tout premier album éponyme. C'est un début timide, presque confidentiel. L'album se noie dans la masse, porté par une promotion quasi inexistante. Le nom Jackson l'impose dans l'industrie, mais ne suffit pas à convaincre. Le public ne sait pas encore qui elle est. Elle est encore la sœur de, l'ombre silencieuse d'une fratrie tonitruante. 2 ans plus tard, en 1984, elle tente un second essai avec Dream Street. Mais le résultat est encore tiède. L'album penche vers une pop sucrée, formatée, sans profondeur, qui ne reflète ni son âme, ni sa douleur. Elle chante, mais sa voix ne porte pas encore son histoire. Derrière le vernis pop, Janet étouffe. Gérée par son père, dirigée par d'autres, elle ne contrôle rien. Ni son image, ni sa musique, ni sa vie. Alors, en 1986, elle brise ses chaînes. Elle prend une décision radicale. Elle rompt avec Joseph Jackson. Elle renonce à sa tutelle, à sa sécurité, à cette emprise paternelle qui l'avait enfermée dans un rôle qu'elle n'a jamais choisi. Ce moment de rupture est un électrochoc. Elle dira « Je voulais juste sortir de la maison, me libérer de mon père. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. » Cette renaissance, elle la traduit en musique. Et elle lui donne un nom, Control. Aux côtés des producteurs Jimmy Jam et Terry Lewis, elle entre en studio comme une femme neuve, déterminée à écrire sa propre légende. En seulement 6 semaines, il crée un album incandescent, viscéral, urgent. Pas juste une collection de chansons, mais un manifeste d'émancipation. Janet n'est plus une enfant docile. Elle est une femme en colère, en éveil, en construction. Des titres comme « What have you done for Maître Latley »,« Nasty » ou « Control » deviennent des cris de guerre. Elle y parle de respect, de désir, de résistance. Elle impose ses mots, ses rythmes, ses vérités. Sa voix se fait plus grave, plus assurée, comme si elle grandissait en même temps que les beats. Elle ne demande plus la liberté. Elle la prend. Le public répond avec ferveur. L'album est un triomphe international. Plus de 10 millions d'exemplaires vendus, 6 singles dans le top 5 et une reconnaissance unanime. Janet Jackson n'est plus une petite sœur. Elle est une superstar planétaire. Mais derrière cette victoire, il y a une blessure, une rage intime. Un jour, elle raconte « 2 hommes me suivaient dans la rue. J'étais seul. J'ai eu peur, et puis j'ai décidé de ne pas fuir. J'ai fait face. » De cet instant de panique naît la chanson Nasty, un hymne à la résilience féminine. Sa musique devient une thérapie, un bouclier, une arme contre les humiliations, les regards, les violences silencieuses. Elle chante pour survivre. Elle danse pour exister. Avec Control, Janet devient bien plus qu'une chanteuse. Elle devient un symbole, une voix pour toutes celles qui ont été réduites au silence. Une étoile née dans l'obscurité, qui désormais éclaire sa propre route. Michael Jackson, c'était plus qu'un frère pour Janet. C'était son confident, son refuge, son double inversé. Elle l'appelait tendrement Mike. Il la surnommait Dunk, un mot doux, issu d'un jeu entre eux. Mais parfois, même la tendresse faisait mal. Il se moquait d'elle, de ses formes, de son corps. Il l'appelait vache, cheval ou encore squaw, dans des élans d'humour cruel. Elle en riait en public, devant les caméras, comme on rit pour cacher qu'on saigne. Mais à l'intérieur, les mots laissaient des traces. Leur lien était fusionnel dans l'enfance.
2 âmes complices dans le chaos de la maison Jackson. Ils partageaient les silences, les blessures, les secrets. Ils étaient 2 enfants propulsés trop vite sous les projecteurs qui ne rêvaient que de normalité. Leur amour était unique, pur, instinctif. Mais tout change après Thriller en 1982. Michael devient un phénomène planétaire, une légende vivante. Et avec la gloire vient l'isolement. Il s'éloigne. Il devient inaccessible, insaisissable, presque irréel. Janet tente de rester proche, mais leur relation se dilue dans le bruit du succès. Puis, en 1993, tout explose. Les premières accusations d'abus sexuels sur mineurs visent Michael. Janet est sidérée, bouleversée, mais aussi profondément en colère. À cause de cette affaire, elle perd un contrat publicitaire gigantesque avec Coca-Cola. Un deal historique qui aurait pu propulser sa carrière encore plus haut. Mais voilà, elle paie pour une faute qui n'est pas la sienne. Coca-Cola m'a dit non, juste à cause de mon nom. Elle encaisse, encore une fois, mais elle reste, fidèle, présente. En 1995, elle chante avec lui Scream, un cri de colère, une réponse commune aux médias. Un duo historique. Mais derrière la caméra, une nouvelle fracture. Ils ne tournent pas ensemble. Michael tourne la nuit. Janet, le jour. Les équipes les tiennent à distance. Volontairement. Elle dira, j'étais là pour lui. Mais ce n'était plus comme avant. Il ne voulait pas que je voie ce qu'il tournait. J'étais tenu à l'écart. Elle voulait le protéger, le retrouver, le prendre dans ses bras comme avant. Mais Michael s'était déjà échappé, emporté dans un tourbillon de secrets, de douleur et de paranoïa. Même la musique ne pouvait plus les réunir. Scream devient un succès mondial, mais le lien fraternel s'effrite. L'enfance est loin. L'amour est là, toujours, mais déformé, blessé, silencieux. Michael Jackson n'a jamais eu d'enfance. Pas une vraie. Pas celle des cerfs-volants, des goûters, des bicyclettes. À seulement 7 ans, alors que d'autres enfants jouent dans les bacs à sable, il chante dans des clubs enfumés. Sous les projecteurs, face à des adultes alcoolisés. Il observe des femmes se déshabiller sur scène, des hommes se battre dans des arrière-salles, des rires ivres virés à la violence. Il confiera plus tard. J'ai grandi dans les coulisses. Je n'ai jamais eu de jouets. Pas de temps pour rêver. Ces journées commencent à l'aube et se terminent parfois bien après minuit. Il répète, il danse, il chante. Sans relâche, car dans l'ombre, Joe Jackson, son père, veille. Omniprésent, intransigeant, avec un regard de fer et une ceinture toujours prête à claquer. Joe ne voulait pas des enfants, il voulait des machines à succès. Michael, enfant prodige au sourire timide, est pris dans un engrenage. Son don est une bénédiction pour le monde, mais une malédiction pour lui. Il ne sait plus s'il chante par amour ou par devoir. Il se sent piégé dans une cage dorée. Quand mes frères s'amusaient, moi je travaillais. Je me souviens avoir pleuré parce que je voulais juste un arbre pour grimper. À l'extérieur, le monde applaudit. Mais à l'intérieur, un vide immense se creuse. Ce manque d'innocence, cette absence de répit, le suivra toute sa vie. Il cherchera désespérément à retrouver ce qu'on lui a volé, le droit d'être un enfant. En 1984, lors d'un tournage pour une publicité Pepsi, une explosion pyrotechnique tourne mal. Les flammes brûlent son cuir chevelu. Les douleurs sont atroces. Les médecins prescrivent des analgésiques puissants. C'est le début d'une lente descente aux enfers. Les antidouleurs deviennent indispensables, puis les calmants, puis les anesthésiants. Michael s'enfonce. Il se tait. Il dissimule sa souffrance derrière des masques et des gants blancs. Loin des caméras, il s'amaigrit, se fragilise, devient insomniaque. Il ne dort plus sans médicaments, ne vit plus sans les pilules. Et surtout, il ne fait plus confiance à personne. Entouré, mais seul. Riche, mais vide. Idole, mais perdu. En 2009, il tente un dernier acte de bravoure. À retour, une tournée baptisée DC Seat, comme une promesse. La promesse d'un nouveau départ, d'une renaissance. Les fans s'arrachent les billets. Michael répète chaque soir. Mais son corps, usé par les années, tremble. Il est à bout. Le 25 juin 2009, à seulement 50 ans, Michael Jackson meurt d'un arrêt cardiaque provoqué par une surdose de propofol. 3 semaines avant la première date de sa tournée. Le monde s'arrête. Un silence glaçant s'abat sur la planète. Et Janet, de l'autre côté du fil, apprend la nouvelle. Elle hurle, puis elle tombe. Quelques semaines après sa mort,
Janet monte sur scène, seule, face à une salle comble lors des MTV Video Music Awards 2009. La lumière baisse, un écran géant s'allume. Michael apparaît, et elle commence à chanter Scream, leur duo légendaire. Mais cette fois, elle chante pour deux. Ses gestes sont précis, mais son visage trahit l'émotion. Sa voix tremble, son regard vacille. Les larmes menacent à chaque note. Et dans la salle, le silence est religieux. Le monde entier regarde une sœur en train de dire adieu à son frère. Ce moment restera gravé, comme une prière, comme un cri, comme un testament. Mais le deuil, pour Janet, ne se vit pas sur scène. Il se vit en silence, loin des projecteurs. Les jours suivants, elle se mure. Elle n'arrive pas à pleurer, comme si tout était figé. Elle étouffe, elle encaisse, elle sourit parfois, par automatisme. Mais à l'intérieur, tout s'est brisé. Puis un jour, à Paris, alors qu'elle est seule dans sa chambre d'hôtel, tout remonte. La douleur, les souvenirs, la colère, l'amour. Et alors, elle s'effondre. C'est là, dans la ville lumière, qu'elle commence enfin à faire son deuil. Elle dira plus tard, « J'étais à Paris, et c'était l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Tout m'a rattrapé d'un coup. Les années passent, mais rien ne guérit vraiment. Chaque 29 août, anniversaire de Michael, Janet publie un message, une photo, une chanson. Elle écrit des mots simples mais lourds de sens. « Tu me manques, grand frère. » Chaque jour, elle lui rend hommage par l'art. En 2018, pour ce qui aurait été les 60 ans de Michael, elle revisite Remember the Time en y insufflant son style, son énergie, son deuil. Elle transforme son chagrin en création. Mais derrière chaque note, chaque clip, chaque sourire, il y a cette absence, brûlante, constante. Janet n'a pas juste perdu un frère. Elle a perdu son miroir, son autre moitié. Aujourd'hui encore, elle confesse. Pas un jour ne passant que je pense à lui. Pas un seul. Aujourd'hui, Janet Jackson ne cherche plus à prouver. Elle est une survivante, une combattante, une femme qui a trouvé sa voie dans un monde qui ne lui en laissait aucune. Elle a aimé son frère jusqu'au bout, mais elle a aussi souffert d'avoir été son ombre. Son histoire n'est pas qu'un conte de fées musicales. C'est une fresque humaine, faite de cicatrices, de triomphes, d'injustices. Janet Jackson n'est plus seulement la sœur de Michael. Elle est la voix d'une génération, la mémoire d'un empire et l'âme d'une résilience. Et vous, que retenez-vous de l'histoire de Janet Jackson? De cette femme qui a grandi dans l'ombre d'un génie, mais qui a fini par briller d'une lumière qui lui est propre? Si son parcours vous a touché, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des destins hors du commun que nous explorons et partagez cette histoire autour de vous. Car derrière chaque icône, il y a une vérité, une douleur, une force. Et ici, nous les faisons résonner.